Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, c'est Cécilie qui prend la parole. Elle vit avec une douleur extrême rare, l'algie vasculaire de la face, mais aussi avec une migraine chronique sévère, une mutation BRCA1 et les suites d'une mastectomie avec reconstruction à plat. C'est aussi une mère célibataire de 2 filles et chaque jour, elle continue d'avancer avec une force que beaucoup ignorent. Ce que vous allez entendre, c'est un cri du cœur, mais aussi un message d'espoir. Une immersion dans un quotidien difficile, mais portée par la dignité, le courage et l'amour maternel. Cécilie raconte son histoire sans filtre, avec authenticité, lucidité et une incroyable capacité à se relever malgré tout. Je vous invite à écouter avec attention, à ressentir, à comprendre, parce que derrière chaque maladie invisible, il y a une femme bien réelle. Et aujourd'hui, cette femme, c'est Cécilie. Excellente écoute. Je m'appelle Cécilie, C sur les réseaux sociaux. J'ai 38 ans et je vis pas très loin de Toulouse. J'ai 2 enfants, 2 filles de 14 ans et 12 ans et je suis mère célibataire dans la mesure où je n'ai pas de conjoint, mais aussi mère isolée dans la mesure où je n'ai pas un tissu autour de moi qui pourrait prendre mon relais dans ma maternité. Ce qui n'empêche pas d'avoir des personnes de confiance, des personnes ressources, mais c'est différent. Sur le plan professionnel, sans dire exactement ce que je fais dans la vie, j'ai 2 missions, une mission d'informer et une mission de former. Mais malheureusement, à l'heure où je parle, ça fait déjà 3 ans que je n'ai pas essayé de travailler, que je n'ai pas eu le droit d'essayer de travailler en raison des formes graves de maladies que j'ai. Et j'emploie le mot grave pour une bonne raison, pour sortir un petit peu du déni autour des maladies que j'ai. J'ai une migraine chronique qui est vraiment sévère et une algie vasculaire de la face, elle aussi chronique, elle aussi très sévère. Ce ne sont pas que des maux de tête, j'ai des maladies neurologiques qui sont de forme grave. L'algie vasculaire de la face, ça s'appelle la céphalée du suicide. C'est une maladie neurologique. Elle est rare puisque ça touche environ une personne pour 1000 dans la population générale. Elle n'a pas de traitement spécifique et elle n'a pas de traitement curatif. Les soins qu'on peut recevoir pour l'algie vasculaire de la face, AVF, ça consiste seulement à nous permettre de mieux supporter les crises, voire, si possible, d'en avoir moins ou des moins intenses. Chez moi, l'AVF est chronique et sans aucun jour de rémission, donc je n'ai aucun jour sans crise d'AVF. Et ça concerne à peu près 10-15% des malades. La forme sévère que j'ai concerne encore moins de monde. Pour ma part, j'ai entre 6 et 12 crises par 24 heures et l'intensité de la douleur que je ressens dépasse absolument tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, y compris mon accouchement sans péridurale dans ma voiture au milieu d'un parking. C'est très difficile de décrire cette douleur-là parce qu'elle n'est comparable à rien, même pas à mes douleurs de migraine qui sont elles aussi sévères. Ça fait un peu comme si on m'arrachait l'œil, on m'enfonçait un truc dans l'œil et on le tournait, on faisait des allers-retours pour essayer de m'arracher l'œil. Dans le même temps, on me broie les os du crâne autour de l'œil. Dans le même temps encore, on m'éclate toutes les dents du même côté. Et dans le même temps encore, j'ai la pire otite de toute ma vie. Tout ça, ça se passe en même temps et ça dure 10, 15, 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Chez moi, en tout cas. C'est proprement insupportable. C'est très difficile de faire comprendre que c'est insupportable, mais c'est insupportable. Ça se reproduit plusieurs fois par jour. C'est très souvent la nuit. Je suis parmi la majorité des cas où la majorité de mes crises sont nocturnes. Donc ça prive de sommeil. Vraiment, les conséquences sont affolantes. Et ma forme à moi est
sévère, c'est-à-dire que j'ai plus de 3-4 crises par jour. Et elle est grave parce qu'elle résiste aux quelques traitements qu'on peut essayer dans l'AVF, qui ne sont pas spécifiques, donc qui ont des gros, gros taux d'échec, mais on les essaie quand même au cas où. Certaines de mes crises sont à heure fixe, donc je sais quand elles vont arriver. Ça peut être extrêmement stressant ou au contraire, ça peut être un peu rassurant parce qu'on se prépare. On prépare l'oxygène qui est un des traitements de crise ou on prépare l'injection de sumatriptan qui est un autre traitement de crise. Il y a ces deux-là. Donc je me prépare, je sais que ça va arriver. En même temps, c'est stressant quelques heures avant de me dire « Ok, dans 3 heures, j'ai ma crise, ça va être affreux, je sais, je connais l'intensité puisque celles qui sont à heure fixe, elles le sont depuis toujours. Et depuis toujours, elles ont la même intensité, quels que soient les traitements que j'ai pu essayer. Donc il y a ces crises à heure fixe là, et puis il y en a d'autres qui se baladent un petit peu, soit dans la nuit, soit dans la journée, et elles arrivent à peu près n'importe quand, mais pas totalement quand même. Il y a des déclencheurs. Chez moi, les déclencheurs sont extrêmement nombreux. Il y a par exemple les changements météo. Et ça, c'est vraiment très compliqué parce qu'on ne peut pas lutter contre un changement météo. Et on ne peut pas s'en protéger parce que c'est pas le changement de temps de dehors qui va faire quelque chose, c'est le changement de pression atmosphérique. Donc on ne peut même pas se protéger du changement. Et ces crises-là qui surviennent sur un déclencheur particulier, j'ai aussi l'effort physique. Et ça, c'est très, très, très compliqué également, puisque par exemple, je vais aller chercher mes médicaments à la pharmacie, qui est à peu près à 6-7 minutes à pied de chez moi. Et sur ces 6-7 minutes, je vais devoir m'arrêter pour gérer une crise d'AVF. On n'est pas sur de l'effort physique intense, on est sur de la marche en ville, toute tranquille, donc c'est vraiment très handicapant. Et donc toutes ces crises-là qui surviennent un peu n'importe quand, elles provoquent aussi quelque part une petite angoisse de faire quelque chose. Parce que est-ce que si je fais quelque chose, je vais déclencher une crise? Est-ce que si je ne fais rien, je vais me protéger? Ou peut-être même en déclencher une parce que la pression atmosphérique change et que je ne le sais pas? Je vis dans une attente perpétuelle de la crise douloureuse à 15 sur 10 de douleur. Et ça rend la vie vraiment invivable. Au sens propre premier du terme, ça rend la vie invivable. Comme l'AVF est une maladie rare, une personne sur 1000, il y a très très peu de moyens qui sont mis dans la recherche et pourtant l'AVF est connue depuis le XVIIIe siècle, décrite depuis le XVIIIe siècle, donc on pourrait se dire que quand même, depuis le temps, on a mis les moyens dans la recherche. Absolument pas. Elle intéresse assez peu les neurologues en fait globalement puisqu'ils la considèrent comme tous les maux de tête, voilà. Alors que c'est pas un mal de tête, c'est une maladie qui provoque des douleurs si intenses, les plus intenses que la médecine humaine puisse connaître, si intenses que des gens se tuent sous la douleur. Pour arrêter la douleur, il n'y a plus que cette solution-là. Mais elle n'est pas particulièrement intéressante pour les neurologues, pour les spécialistes. Elle n'est pas particulièrement intéressante pour les laboratoires pharmaceutiques parce qu'il n'y a pas énormément de malades. Donc, globalement, on cherche très peu sur l'AVF et on n'a même pas encore compris comment elle fonctionne. On a à peu près localisé que ça concernerait l'hypothalamus ou une région autour de l'hypothalamus. On a fait des hypothèses, du coup, à partir de ça. On n'en a jamais rien trop tiré de ces hypothèses, puisque ça voudrait dire investir dans la recherche. On nous fait essayer des tonnes de médicaments dans des tonnes de familles différentes, parce qu'on essaie d'agir sur plein de trucs dans le cerveau, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne l'AVF. Donc on se retrouve à jouer les cobayes, à essayer des antiépileptiques avec leurs effets secondaires qui sont importants, des antidépresseurs avec leurs effets secondaires qui sont importants, des médicaments qui agissent pour abaisser la tension avec des effets secondaires qui sont très importants, d'autant plus que nous, tous les médicaments qu'on prend, on les prend à très haute dose. Les médecins nous donnent des très hautes doses parce qu'ils se disent que un jour dans la littérature, ça a marché sur une personne, donc pourquoi nous ne serions pas la deuxième, par exemple? On peut donner toutes sortes de médicaments aux AVF, aux malades de l'AVF,
qui n'ont fait aucune preuve de rien du tout, à part qu'il y a un cas par-ci, par-là qui a été remonté, parce que, en fait, il n'y a pas d'études sur l'AVF et qu'il n'y a aucun traitement qui soit spécifique. Le seul qui a été à peu près étudié, c'est un médicament qui est utilisé en cardiologie, qui est destiné à faire baisser la tension normalement, mais qui agirait sur d'autres choses en fait, et notamment des choses dans le cerveau. Mais il a un très gros taux d'échec parce qu'il n'est pas du tout fait pour l'AVF. Et donc, une fois qu'on a essayé celui-là, s'il n'a pas marché, on se retrouve à faire les cobayes. Et ça aussi, c'est épuisant parce qu'il y a les effets secondaires, il y a les échecs, il y a toutes les consultations où on dit que ça n'a pas marché et donc on cherche autre chose. On voit que le médecin, des fois, on a ras-le-bol. C'est épuisant d'essayer de trouver quelque chose, de ne pas le trouver et de voir qu'en face, la personne, elle en a plus grand-chose à faire au bout de 4-5 molécules. Finalement, quand plus rien n'a fonctionné, qu'on a essayé un nombre de molécules incalculable, on propose, en général en France, on propose une chirurgie qui est une implantation d'un neurostimulateur. Donc on pose des électrodes sous la peau directement sur un nerf dans la tête qui est à peu près à l'origine des douleurs de l'AVF. À l'origine dans la localisation, hein, pas qu'il provoque les douleurs. Et un boîtier relié à ces électrodes, sous la peau aussi. Alors le mien, il est placé sous une clavicule, mais on peut le mettre ailleurs. Et on propose cette chirurgie en dernier recours pour les AVF chroniques qui n'ont pas trouvé de traitement de fond suffisamment efficace. Alors que cette chirurgie elle-même n'a pas des résultats magnifiques. En fait, sur l'AVF, on bricole complètement. Et c'est vraiment très très dur à vivre parce qu'en plus, on bricole différemment dans le CHU de Toulouse, le CHU de Poitiers, le CHU de Reims, le CHU d'Amiens. On bricole encore différemment quand on va dans une clinique à Toulouse ou quand on va voir un neurologue dans son cabinet tout seul à Paris. Il n'y a aucun protocole national pour la prise en charge de l'AVF. Tout le monde fait sa petite popote dans son coin. Donc, il y a certains patients qui ont la chance d'accéder à des choses assez novatrices, comme par exemple des protocoles de kétamine en guise de traitement de fond, et d'autres qui doivent se contenter de souffrir et, si possible, en silence parce que les neurologues n'ont pas envie de recevoir nos mails qui disent « J'ai mal, s'il vous plaît, aidez-moi ». C'est vraiment une maladie de merde dans tout, des douleurs qu'elle provoque jusqu'à sa prise en charge. Il y a un retard diagnostique sur l'AVF qui est de plusieurs années en règle générale, mais en fait, ça va surtout dépendre de la forme. La plupart des AVF sont épisodiques, c'est-à-dire qu'on a quelques crises pendant quelques semaines, et puis après, ça s'arrête soudainement, et puis ça va s'arrêter pendant des mois, voire des années. Donc forcément que le diagnostic va être très difficile à poser pour ces formes-là. Et puis, il y a les formes chroniques sans aucune rémission, comme la mienne. Et là, pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas du tout de rémission, ça rend très facile le diagnostic. Mais comme c'est une forme qu'on ne rencontre quasiment pas, eh bien les médecins n'y pensent tout simplement pas. Et on va avoir des erreurs de diagnostic pendant longtemps, voire très longtemps, jusqu'à parfois qu'il soit un peu trop tard. De mon côté, comme j'avais une étiquette de migraineuse depuis la fin de mon adolescence, ma mère était elle-même migraineuse, hein, il n'y avait pas de surprise, la migraine, il y a une forte composante génétique dans la migraine, donc c'est pas une surprise que je sois migraineuse. Comme j'avais cette étiquette de migraineuse depuis quasiment toujours, quand j'ai consulté pour des céphalées hyper intenses, on m'a dit « oui, c'est la migraine qui s'aggrave, ça arrive, prenez des antimigraineux, mais pas trop quand même, et puis ça va passer ». On m'a mal traitée pendant un bon moment jusqu'à ce que je finisse par appeler le SAMU un mercredi soir et que je dise au SAMU que j'avais tellement mal, après avoir pris de la morphine et tout, j'avais tellement mal que j'allais mourir de douleur. Et c'était au sens propre que je le disais, la douleur allait me tuer. Donc le SAMU m'a fait envoyer au CHU le plus proche de chez moi.
Et au CHU, aux urgences, ils n'ont pas réussi à me soulager, donc ils ont appelé, l'interne de neurologie de garde qui a décidé, enfin qui m'a proposé d'être hospitalisée en neurologie pour traiter, bien sûr, mais aussi pour poser le diagnostic puisque visiblement ce n'était pas juste une migraine. Donc j'ai été hospitalisée pendant quelques jours, j'ai été traitée avec de très fortes doses de corticoïdes, avec de l'oxygène à 15 litres par minute qui est le traitement de crise, de l'AVF. Et au bout de 3 jours, je suis sortie avec comme diagnostic AVF chronique et sévère et migraine chronique et a priori sévère. Dans ma vie quotidienne, mon algie vasculaire de la face et ma migraine, qui sont toutes les 2 chroniques et sévères, ont des conséquences qui vont bien au-delà de la douleur. De façon purement, pratique, j'ai un manque d'autonomie à cause de la privation de sommeil par la douleur et de la douleur constante que j'ai puisque j'ai mal à la tête et de façon assez importante 24 heures sur 24. Il y a les crises, mais en dehors des crises, j'ai mal aussi. Donc j'ai besoin d'une aide pour absolument tout ce qui est de l'ordre du quotidien. Le ménage, faire les courses, préparer les repas, l'intégralité de mes déplacements demande une aide aussi. La fatigue que j'ai, elle est incommensurable et je suis mère célibataire de 2 enfants depuis que mes 2 enfants sont petites. J'ai une bonne idée de ce qu'est la fatigue, quand même. La fatigue aussi, ça dérègle le corps. On a un appétit qui est fluctuant, donc on a un poids instable, on prend, on perd, on reprend, on repère. C'est très, très dur pour l'image de soi. La fatigue, réduit mon temps de concentration, elle a des conséquences sur mes capacités cognitives qui sont parfois, waouh! Mes capacités physiques évidemment aussi, hein, puisque quand on est fatigué, on peut faire moins de choses physiquement parlant. J'ai un handicap qui est très, très, très important du fait de la douleur, du fait aussi des effets secondaires des traitements que j'ai, puisque les traitements que j'ai, eux-mêmes, provoquent des nausées, de la fatigue, des changements d'appétit. Enfin, les traitements eux-mêmes, peuvent aussi aggraver la fatigue que j'ai. Mon handicap est évalué par la MDPH à plus de 80. C'est énorme pour une maladie qui est, très négligée, dans la société, dans le corps médical et cetera. Ça fait malheureusement plusieurs années que je n'ai pas eu le droit de travailler. C'est une conséquence très importante puisque sur le plan financier, ma précarité a rarement été aussi grande qu'actuellement, hein. Émotionnellement parlant, j'ai traversé, comme je pense la plupart des gens au moment du diagnostic, une période de déni. Après, j'ai eu une phase de négociation dans laquelle je pensais, carrément qu'on pourrait me guérir. Je me disais: «Ouais, mais c'est bon, moi j'ai trouvé, l'équipe qui va me guérir. Il y en a peut-être qu'une seule dans tout le pays qui sait faire ça, mais moi je suis tombée sur cette équipe». Et ça a été très compliqué, les échecs médicamenteux parce qu'en plus, j'avais des internes à l'hôpital, pas les chefs, hein, les internes, qui disaient: «Ah mais vous allez voir ça fait des miracles». Et évidemment, il n'y a jamais aucun miracle qui est intervenu. Je ne guérirai jamais, mais ça, personne n'a osé me le dire avec des mots. Et c'est très important pourtant de le dire aux gens qui sont malades d'une maladie incurable. On ne va pas guérir la maladie, on va seulement aider à la supporter. Mais ça, personne ne me l'a jamais dit. C'est moi qui suis allée chercher les informations parce que c'est mon métier de savoir faire ça. Il aurait fallu que les médecins se posent en face de moi et me le disent. Et donc, il y a eu toute une période où j'étais persuadée qu'on allait me guérir, tout simplement. Et puis une longue, longue période où j'étais résignée, mais résignée de façon, négative, où j'ai décidé, que j'abandonnais tout parce que l'équipe médicale que j'avais était dans l'abandon. Et puis finalement, assez récemment en fait, j'ai fini par rencontrer la bonne spécialiste et me remettre à me battre. Je sais que je ne guérirai pas, je sais que je serai malade toute ma vie,
Je sais que je serai obligée de vivre avec les crises, mais je me bats pour en avoir moins, pour que ma vie ressemble à autre chose qu'une seule survie jour après jour et pour retrouver, le droit de, par exemple, travailler quelques heures. Le droit de, par exemple, avoir des vrais projets. Ça fait quelques mois que j'ai rencontré cette nouvelle spécialiste et qu'elle m'a donné la force de me battre parce qu'elle met en place un nouveau protocole. Mon errance médicale à moi, elle a duré 1 an, un peu plus d'1 an. Je parle d'errance, dans la mesure où je sais à quel moment je suis devenue AVF chronique sévère, mais en réalité, si ça se trouve, j'avais une AVF épisodique depuis bien plus longtemps. Ça, on ne pourra jamais, revenir en arrière et poser le diagnostic, des années en arrière. À partir du moment où c'est devenu, chronique, pluriquotidien et vraiment très sévère, j'ai consulté. J'ai d'ailleurs été mise en arrêt de travail à répétition à partir de ces moments-là. Des arrêts parfois courts où je tentais une reprise de, une demi-journée et j'avais une crise extrêmement violente et donc j'étais remise en arrêt et on répétait l'opération pendant des mois et des mois. Et ce temps d'errance-là a duré plus d'1 an où on m'a diagnostiqué d'abord une sinusite, puis une névralgie d'Arnold. C'était pas totalement faux, il y avait vraiment quelque chose sur le nerf en question, par-dessus mon AVF, mais c'était pas ça qui m'handicapait le plus. Je préfère largement mes épisodes de névralgie à mes crises d'AVF. On m'a rediagnostiqué à nouveau une sinusite derrière. Mes sinusites étaient traitées, je veux dire, j'avais des antibiotiques et tout ça et ça ne fonctionnait pas et pourtant, on ne remettait pas en cause le diagnostic, on ne m'adressait pas à un spécialiste. On m'a évidemment dit et redit et répété et re-répété que sûrement que c'était le stress. Probablement que c'était parce que j'étais mère célibataire et que les mères célibataires sont stressées. Je suis mère célibataire depuis vraiment très longtemps, ce n'était pas ça mon problème, clairement. On m'a dit que j'étais sûrement fatiguée. Les gens qui sont fatigués, qui ont mal à la tête parce qu'ils sont fatigués, ce ne sont pas des gens qui ont des douleurs de l'ordre de l'AVF. On a psychologisé ma douleur, mais de la pire des façons, où on m'a dit: «Allez voir votre psy», parce que j'avais déjà eu une psy par le passé, donc je suis retournée la voir. Je lui ai dit: Voilà, je viens vous voir parce qu'apparemment j'ai des douleurs qui sont d'ordre psy et je voudrais que vous mettiez un mot dessus». Et elle a conclu, la séance ou les 2 séances d'ailleurs, je ne sais plus, par: «Ce n'est pas psy, je fais un courrier à votre médecin, il faut absolument vous soulager». Et ça n'a pas suffi, bien entendu. Je suis une femme dans la médecine occidentale qui est conçue par et pour les hommes. Évidemment que je ne pouvais pas avoir mal comme je disais que j'avais mal. En plus de ça, l'AVF est rarement chronique. Et les livres de médecine enseignent que l'AVF est essentiellement une maladie d'hommes et essentiellement chez les hommes qui ont fumé, bu, etc. Je ne suis pas un homme, je n'ai jamais fumé et je ne bois pas. Donc vraiment, je ne collais pas puisque j'étais chronique déjà à ce moment-là. J'étais une femme sans aucun passif de tabagisme et sans boire. J'ai consulté 39 fois en médecine générale pour des céphalées hyper intenses, invalidantes, sans que personne ne daigne me diriger vers un neurologue pour avoir un diagnostic. 39 consultations, c'est juste énorme. Il y avait même des consultations où je disais que j'hésitais moi-même à m'arracher l'œil pour abréger la souffrance, que j'hésitais à prendre mon marteau pour taper pour que ça s'arrête, que je voulais mourir pour que ça s'arrête. Et dans ces consultations-là, on me riait au nez, réellement, au sens propre, hein. Parce que les femmes, ça exagère toujours un petit peu, évidemment. Une fois le diagnostic posé, le parcours n'a pas du tout été de tout repos et il est tellement pas de tout repos que là, on est plusieurs années après et je repars à zéro avec une nouvelle équipe médicale. Enfin, une nouvelle équipe de spécialistes, hein. Je garde ma généraliste, mes infirmiers et tout. Enfin, tout le monde est super top, sauf les spécialistes qu'il a fallu changer. Et au cours de la période où j'étais avec mon ancienne équipe de spécialistes, du CHU en l'occurrence, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées. J'ai failli me tuer
sans le faire exprès, à plusieurs reprises parce que les douleurs étaient insupportables et que par-dessus ça, je savais que je ne serais pas écoutée et pas prise en charge à l'hôpital. Le message des équipes était celui-là. J'ai par ailleurs été très mal accueillie et pas du tout prise en charge après un très gros surdosage médicamenteux, où les urgences m'ont renvoyée chez moi alors que je tombais encore inconsciente, très régulièrement. Une autre fois, j'ai appelé au secours par mail, ma neurologue et j'ai eu aucune réponse alors que c'était vraiment urgent et ça s'est terminé en urgence vitale au déchocage. Et ensuite, après, en service de neurologie, j'ai eu tout le mépris des médecins, du service et même avant leur mépris à eux, j'ai eu le mépris du médecin régulateur qui a été appelé parce que j'étais dans le coma et qui a dit, aux ambulanciers à qui j'ai reparlé à distance, qui a dit aux ambulanciers à la personne qui a appelé, puis aux ambulanciers qui ont été envoyés, que j'étais sûrement en train de simuler le coma. Au déchocage, ils étaient ravis, je pense. J'ai eu de très longs mois de désespoir total, pas parce que j'avais une AVF, mais parce que l'équipe de neurologie ne me répondait pas et répondait à ma généraliste qu'ils n'allaient plus rien faire pour moi. Réellement, ils ont vraiment répondu ça à ma généraliste. Et en fait, ça, c'est arrivé après mon opération. Donc, j'ai été opérée pour la pose d'un neurostimulateur occipital. Donc, j'ai 2 électrodes qui sont posées, sur mon nerf directement, donc, à l'intérieur, sur mon nerf d'Arnold, grand occipital donc, à droite. Et j'ai un boîtier qui contrôle les stimulations électriques qui sont envoyées, qui est sous ma clavicule droite, sous ma peau aussi, tout est à l'intérieur, hein. J'ai été opérée de ça alors que j'étais pas super d'accord. On m'y a poussé, ça s'est passé dans des conditions, dont il faudrait rediscuter parce que vraiment c'était pas normal. J'ai pas eu de consultation, j'ai pas pu poser mes questions. Enfin, ça a été vraiment, très, très mal fait et une fois que j'ai été opérée, l'équipe de neurologie m'a totalement abandonnée et le pire, c'est qu'ils m'ont pas abandonnée en me disant: «Bah, allez voir, telle personne qui aura peut-être d'autres idées que moi». Ils m'ont adressée nulle part ailleurs. Ils ont décrété qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi. C'est extrêmement violent, ça m'a été confirmé par plusieurs soignants, des médecins, kinés, infirmiers, que c'est extrêmement violent de faire ça, c'est de la violence médicale et en plus, c'est factuellement faux puisque moi j'ai trouvé une équipe en médecine de la douleur qui peut faire des choses pour moi et qui fait, ce mois-ci, des choses pour moi. Il y a eu aussi tout au long de ma prise en charge ou mauvaise prise en charge quand même, hein, mais prise en charge au CHU, des moments, des beaux moments que j'ai vécus avec l'équipe infirmière. J'étais quand même, assez régulièrement hospitalisée pour des courtes durées parce que je ne peux pas faire autrement, hein. J'ai mes enfants qui m'attendent à la maison et même s'il y a quelqu'un pour les garder, globalement, il faut que je sois là. En plus, la personne n'est pas toujours disponible, elle a une vie, en fait, à côté et dans le service, les infirmières, vraiment infirmières, aides-soignantes, ASH, tout le personnel, non, médecin est au top et il est arrivé que, j'appelle parce que j'étais en crise d'AVF et que j'arrivais plus à gérer parce que ça dépassait la demi-heure ou l'heure, que j'appelle pour avoir du soutien pour, finir ma crise et que les infirmières aides-soignantes arrivent et se contentent de me soutenir, mais elles le faisaient très efficacement. Si j'avais besoin d'un soutien physique, elles étaient là. Si j'avais juste besoin de leur présence dans la chambre, elles étaient là. Elles ont toujours eu des comportements bienveillants, elles ont toujours eu des comportements, qui me faisaient sentir en sécurité avec elles. Autant j'avais peur des médecins parce qu'ils étaient dans le mépris, autant j'étais rassurée quand je voyais, toute l'équipe infirmière. Il y a eu une infirmière qui m'a dit, pendant une crise et je pourrais, je pense, jamais l'oublier parce que c'est une crise qui était extrêmement violente et qui ne passait pas, qui m'a dit pendant une crise: «Vous êtes plus forte que ce que vous croyez. Je suis avec vous pour passer ce moment et vous êtes très forte et vous allez le passer». Et ça n'a l'air de rien, ce sont des mots bateaux qu'on peut sortir comme ça à quelqu'un, mais sur ce moment-là précis, c'était ça que j'avais besoin d'entendre
Elle l'avait senti, je pense, elle me l'a dit et ça m'a aidée à passer la crise. Il y a eu, à un moment, une étudiante infirmière qui m'a vue, qui a été un petit peu choquée, de me voir et qui, a discuté avec, l'infirmière qui s'occupait, de moi, qui a demandé si on pouvait me guérir. Et l'infirmière lui a répondu: «Non, on ne peut pas guérir cette dame, on peut seulement essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas». Ça a l'air violent, raconté comme ça, mais en fait, ça m'a montré que la gravité de la maladie que j'ai, de la forme que j'ai, était reconnue. Et comme toutes les maladies dites invisibles, l'AVF n'est pas considérée comme grave, y compris par le corps médical. Et là, l'entendre d'une infirmière du service de neurologie, entendre de sa bouche que la gravité de mon cas était connue et reconnue et qu'on se contentait malheureusement de faire en sorte que je ne meure pas, à ce moment-là en tout cas, eh bien ça m'a, quelque part, ça m'a réconfortée où je me suis dit: «OK, peut-être parfois tu te sens pas légitime à être soignée, mais en fait tu l'es». Il y a eu une infirmière de bloc, alors pour le coup, rien à voir avec, non, de salle de réveil, l'infirmière de salle de réveil. Bon, rien à voir avec du coup le service de neurologie, mais une infirmière de salle de réveil, donc après la pause de mon neurostimulateur, qui a pris le temps de regarder mon dossier pendant que je me réveillais, puisqu'il y avait pas grand monde dans la salle de réveil et qui m'a dit: «Écoutez, on a le même âge, vous et moi, on n'a pas du tout la même vie et je vous souhaite un bon nouveau départ, avec ce neurostimulateur». Et ça m'a tellement touchée, cette infirmière-là, j'aurais tellement voulu lui dire merci autrement que ce que j'ai fait là, où j'étais un peu shootée, par l'anesthésie générale dont je sortais. J'aurais voulu pouvoir, avoir son nom et lui envoyer une carte de remerciement à distance. Enfin vraiment, cette personne-là, elle a été très, très précieuse ce jour-là. Il y a eu des infirmières qui m'ont prise dans leurs bras, quand je pleurais de douleur. Enfin vraiment, il y a eu énormément de bienveillance de la part de toutes les personnes qui n'étaient pas des médecins et ça m'a fait le plus grand bien. Quand on a mal et qu'il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que ça passe, que ça baisse, la bienveillance, c'est indispensable. On ne peut pas dire que c'est en option, c'est indispensable. Quand j'étais en pleine adolescence, j'étais entre mes 14 et mes 15 ans. Ma mère est morte d'un cancer du sein et elle est morte très, très brutalement en 3 mois. Quelques années après sa mort, j'ai, une tante, qui est donc du côté de ma mère, qui elle-même a eu, plusieurs cancers du sein, qui s'est dit que peut-être c'était génétique et qui a demandé s'il était possible d'avoir une analyse génétique. À l'époque, donc c'était le début des années 2000, à l'époque, c'était vraiment très balbutiant en France. C'est l'Institut Curie à Paris qui a géré ça et on a découvert qu'effectivement la branche paternelle de ma mère portait une mutation sur le gène BRCA1, donc qui avait emporté ma mère en 3 mois à l'âge de 35 ans et qui avait, touché, très durement, cette tante qui avait demandé, le dépistage génétique. À l'annonce de la présence de cette mutation génétique, dans ma famille, j'étais mineure, j'avais 15 ou 16 ans, donc je n'avais pas encore le droit de me faire dépister. Moi, j'étais intimement persuadée que j'en avais hérité parce que, je sais pas pourquoi en fait, je ressemblais énormément physiquement à ma mère et je me suis dit, «Bah, c'est sûr, j'ai pas de chance et j'en ai hérité, quoi». Mais j'ai attendu d'être, suffisamment mature pour me faire dépister. Je me suis fait dépister vers, 27-28 ans, donc bien plus tard. J'avais déjà mes 2 enfants. J'ai vraiment attendu de maturer cette décision dans ma tête puisque, bah, les conséquences, je les connaissais, en fait. C'était soit je, me faisais retirer les seins, soit je partais sur une surveillance, annuelle, assez pénible dans l'espoir de découvrir un cancer suffisamment tôt. Le dépistage, il était très facile, hein. J'ai eu une consultation en oncogénétique, donc pour refaire, un petit peu l'arbre familial, mais comme la mutation était déjà connue dans ma famille, ça n'a pas été une consultation particulièrement longue.
une prise de sang, un prélèvement salivaire. Et puis, après quelques mois d'analyse, j'étais fixée, j'avais un rendez-vous de rendu de résultat. Au moment de la consultation pour me donner le résultat de mon dépistage génétique, je connaissais déjà les options. Si j'étais porteuse de la mutation, soit je partais sur une surveillance rapprochée dans l'espoir de découvrir un cancer le plus tôt possible, soit je partais sur une mastectomie bilatérale pour passer d'un risque très 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 élevé à un risque équivalent à la population féminine de mon âge. Il n'y a pas de risque zéro possible. Mon choix, il a été vite fait et il a été fait avant même cette consultation de rendu de résultats. Ma mère, elle est morte très rapidement. Une surveillance annuelle n'aurait pas permis de la sauver. Je n'avais pas envie que mes filles puissent assister à ce que moi j'ai vu chez ma mère. En tout cas, je voulais réduire les risques qu'elles assistent à ça, d'autant plus que je suis mère célibataire, je l'étais déjà à l'époque. Et en plus, mon métier m'offre malheureusement une très très bonne idée de l'errance médicale des femmes et donc des pertes de chance des femmes. Et les années qui ont passé ont fait que le système de santé étant ce qu'il est et les investissements dedans étant ce qu'ils sont, les choses s'aggravent d'année en année. Donc vraiment pas une bonne piste selon moi de partir sur une surveillance dans l'espoir de choper un cancer qui serait débutant. Donc moi, j'avais déjà décidé que si j'étais porteuse, si le rendez-vous me disait que j'étais porteuse de la mutation, de toute façon, je faisais la mastectomie bilatérale et j'avais aussi déjà décidé, puisque j'avais déjà réfléchi depuis très très longtemps, je ne voulais pas de prothèse, je voulais ce qu'on appelle une reconstruction à plat, donc un torse plat, et faire tatouer la zone bien plus tard, des années plus tard. Mon oncogénéticienne, elle a été merveilleuse. Elle m'a accompagnée dans mes choix, mes décisions, sans jamais rien juger. Elle s'est contentée de me soutenir dans ce que je décidais, bien sûr, et de me donner des noms de chirurgiens qui pourraient répondre à ma demande. Donc des chirurgiens qui allaient retirer les seins, mais qui allaient en plus s'appliquer pour que esthétiquement, le rendu à plat soit beau, entre guillemets, et tatouable. La date de l'opération, de la mastectomie bilatérale, a été fixée quelques mois après que j'ai vu le chirurgien qui allait s'en occuper. Physiquement, ça s'est passé à merveille. J'ai pas beaucoup vu le chirurgien, mais j'ai passé beaucoup de temps avec l'anesthésiste. Je l'avais rencontrée en consultation d'anesthésie obligatoire préopératoire et elle m'avait dit qu'elle travaillait le jour de mon opération et que donc elle serait là pour moi, elle viendrait s'occuper de moi au bloc parce que mon histoire et mon choix l'a touchée beaucoup. Le feeling était super bon entre nous, enfin vraiment. En plus, moi, ça m'a rassurée de me dire que je connaîtrais la personne qui allait m'endormir. Au bloc, elle m'a accueillie avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Elle est venue discuter avec moi pendant un moment. Enfin, vraiment, ça a été une personne merveilleuse dans mon parcours de soins. Elle m'a endormie avec une douceur dont je me souviendrai, j'espère, toujours. Et elle m'a promis 0 douleur post-opératoire. Et exceptionnelle, elle a tenu sa promesse. Ma douleur physique n'a jamais été aussi bien soulagée de toute ma vie et je m'y connais en douleur que par cette personne. Enfin, vraiment, ça a été l'anesthésiste, elle a été merveilleuse du début à la fin. Alors, j'ai eu un petit peu de douleur chez moi à distance de l'opération parce que j'ai eu une petite complication de cicatrisation. Ça s'est vite réglé et puis c'est indépendant de l'anesthésiste pour le coup. Physiquement, je pouvais pas avoir une opération qui se passe mieux que ce qu'elle s'est passée. Émotionnellement, comme je me suis préparée en avance, il y a tout un parcours pour se préparer à l'opération. On rencontre une oncopsychologue. Enfin, il y a tout un parcours de préparation. Émotionnellement, je l'ai super bien vécu. Ça n'a pas du tout été un choc pour moi. Enfin, c'était mon choix, quoi. Et j'ai juste eu à m'habituer à ma nouvelle silhouette. C'est pas forcément évident, mais c'est pas très compliqué non plus, en fait. Je vivais vraiment très très bien mon choix de ne pas mettre de prothèse et
et j'ai pas eu de choc à me découvrir. J'ai regardé ma cicatrisation, quand les infirmières venaient changer les pansements. J'ai demandé à changer moi-même les pansements plusieurs fois. J'ai tout suivi et j'ai jamais eu de perturbation, émotionnelle particulière de cette opération ou de ses suites. Dans ce choix que j'ai fait, de me faire enlever les 2 seins sans mettre de prothèse, j'ai été soutenue par mes amis, mon généraliste de l'époque, le service qui m'a accueillie, bien sûr. En revanche, j'ai été jugée par absolument tout le monde autour. Une infirmière libérale, une assistante sociale, des parents de l'école que fréquentait, ma fille aînée à l'époque. Tout le monde, visiblement avait son mot à dire. J'allais avoir 30 ans quelques mois plus tard et apparemment, à cet âge-là, le choix de ne pas avoir de prothèse, c'est une question publique. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde s'en est mêlé. On m'a dit: «Mais c'est la sécu qui paye, pourquoi tu en profites pas pour avoir des beaux seins?» Moi, j'en profiterai. Moi, je me ferais poser des gros bonnets. Alors en fait, c'est pas aussi simple que ça, mais OK. Mais comment tu vas retrouver un homme après, à ton âge? Tu vas regretter, c'est sûr. Il y a aucun homme qui voudra de toi sans sein. Mais en fait, si un homme ne veut pas de moi sans sein, c'est qu'il ne veut pas de moi tout court. Je ne suis pas juste une paire de seins. «Oui, tu dis ça, mais tu vas changer d'avis quand tu te verras, et ta féminité, elle va être où?» Mais ma féminité, c'est mon état d'esprit, c'est pas ma paire de nichons, en fait. On m'a aussi, suspectée de provoquer un traumatisme chez mes filles parce que je les ai allaitées toutes les 2 et j'allais les priver de voir la poitrine qui les avait nourries. Alors ça, c'était d'un ridicule et pourtant la personne était très sérieuse, hein. C'était une assistante sociale qui suspectait ça chez moi. C'était affolant parce que quand même elle a voulu une enquête sociale, pour ce motif-là. Ça a été, du grand n'importe quoi autour de moi à ce moment-là de ma vie. C'était ridicule, et après je me suis dit: «Mais j'ai même donné mon lait au lactarium, pendant mon deuxième allaitement. Si ça se trouve, j'allais traumatiser les prématurés que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas et qui ont reçu mon lait». Après tout, on pouvait pousser le délire encore plus loin. Ça a été, cette question de ne plus avoir de sein, par «choix» entre guillemets, hein, ça reste médical, ce n'est pas un choix esthétique, c'est un choix médical et après derrière la considération esthétique, c'est est-ce que je mets des prothèses ou pas de prothèses? Mais, il y a autre chose que de l'esthétique, il y a le corps étranger, il y a le fait que les prothèses vont devoir se changer tout au long de la vie, le risque infectieux, les suites opératoires qui sont pas du tout les mêmes. Mais ce choix que j'ai fait, d'être reconstruite à plat, était visiblement une question publique. Je suis certes malade, mais je suis d'abord une femme et en tant que femme, je suis mère et je vis ma maternité avec la maladie, de façon plutôt fluide, là, désormais, actuellement. J'ai la chance que mes filles ne soient pas des bébés. Je pense que c'est quand même plus simple parce qu'elles sont autonomes pour beaucoup, beaucoup de choses. Elles peuvent aussi soulager certaines tâches ménagères. Ce n'est pas rien. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Au début, j'ai eu du mal parce que, elles étaient comme tout le monde dans la société, en mode, tant que c'est pas un cancer, c'est pas grave. Sauf que, ma forme à moi de maladie est grave et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le médecin. Mais forcément, il y a eu une période de déni, de négociation. Enfin, c'est normal dans le parcours, diagnostic et le parcours de soins, c'est tout à fait normal. Mais elles ont eu un temps plus long que le mien, forcément, puisque, elles sont pas directement touchées par, les traitements et tout ça. Elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal aussi à comprendre que l'hôpital, c'est pas forcément, pour guérir. On peut aller à l'hôpital sans pour autant sortir guéri ou même en forme. On sort de l'hôpital fatigué par les traitements qu'on y a reçus et le rythme hospitalier qui n'est pas un rythme qui respecte, nos besoins naturels. Mais elles ont l'excuse, d'être jeunes et elles ont l'excuse aussi d'être mes enfants et d'espérer retrouver une maman en pleine forme et tout ça. Donc elles ont le droit de elles ont le droit de croire
qu'un miracle va arriver. Elles ont le droit d'être un peu dans le déni, elles ont le droit d'idéaliser tout ça. Au contraire des adultes qui se comportent comme elles, juste parce qu'eux ne veulent pas comprendre que j'ai une maladie chronique et grave. Maintenant, mes enfants, au fil du temps, des mois, des années, mes enfants ont compris, mes 2 filles ont compris que je serai malade toute ma vie, que c'est grave, que c'est un handicap, que ça provoque un handicap, qu'il est plutôt important ce handicap malheureusement. Et je ne suis peut-être pas, la mère que je voudrais être, je ne suis pas, la mère parfaite, clairement, mais je suis la meilleure mère que je puisse être, chaque jour. Parfois, je me dis: «Bah, ouais, j'aurais voulu faire ça, j'ai pas pu». C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on dialogue, qu'on s'aime, qu'on rigole, on s'autorise à vivre des choses malgré tout et surtout, je tiens à rester leur mère, à ne pas parentifier mes enfants. Ma fille aînée a 14 ans, c'est l'âge, où moi j'ai perdu ma maman et j'étais l'aînée d'une fratrie de 4 et j'ai été parentifiée. J'ai géré, je suis devenue la maman bis des 2 plus jeunes de la fratrie. J'ai géré la maison et tout ça et je refuse que ce genre de choses arrive à mes enfants. Donc je reste leur mère, elles restent mes enfants et ça, j'y tiens et on peut dire tout ce qu'on veut: «Oui, les enfants deviennent les aidantes», je refuse. En tout cas, tant que j'ai toute ma tête, mes enfants ne seront pas mes aidants. Je fais appel à des auxiliaires de vie si j'en ai besoin, mais mes enfants ne sont pas mes aidants. Ce sont mes enfants, je suis leur mère, c'est moi qui les aide, pas l'inverse. Et ça, dans mon rôle de mère, c'est essentiel parce que moi, ce que j'ai vécu à 14 ans, je veux pas que ma fille de 14 ans le vive et je veux pas que sa sœur de 12 ans le vive aussi, hein, bien sûr. Je suis leur mère, elles n'ont rien demandé à personne. J'ai pas demandé à tomber malade, hein, mais elles n'ont rien demandé à personne. J'assume d'être leur mère. Ce que je veux transmettre à mes filles, c'est que on doit d'abord prendre soin de soi, ne jamais se sacrifier. Et ça a l'air bateau dit comme ça, mais il y a beaucoup de mères qui sont sacrificielles et qui en font une fierté. Et je ne veux pas que mes filles se sacrifient pour qui que ce soit un jour, donc je ne me sacrifie pas moi-même. Je leur donne tout et même plus que tout, mais je ne me sacrifie pas. Elles savent que ma santé est une préoccupation de premier plan. Et je veux que leur santé soit leur préoccupation de premier plan, et on parle de santé physique comme de santé mentale, hein. Donc, si je veux qu'elles deviennent comme ça, bah, il faut que je leur montre l'exemple. Il faut que moi-même, il faut que je sois comme ça. Je veux aussi leur montrer à mes filles qu'on ne peut compter que sur quelques personnes et plutôt des gens qui nous ressemblent au final, parce que c'est ce que la maladie m'a appris avec quelques douleurs morales au passage et c'est important qu'elles aient conscience de ça, pour avancer dans leur vie. Et puis, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu transmettre parce que c'est pas lié au fait que je sois tombée malade. Je tiens à ce que mes filles se disent qu'il faut profiter de la vie au présent. On ne reporte pas quelque chose que l'on peut faire et qui nous rend heureux parce que demain, ça peut être la fin. Mais ça, c'est ma façon de vivre depuis la mort de ma mère. C'est pas parce que je suis tombée malade que j'ai changé de vision de la vie, tout ça, tout ça. C'est vraiment, comme je vis depuis que j'ai 14-15 ans. L'équilibre que j'ai entre, être mère, être malade, être une femme, je le garde, plus ou moins parce que j'ai une psychologue, parce que je parle avec d'autres malades, parce que, je me renseigne, j'intellectualise énormément, c'est mon mode de fonctionnement. Donc je me renseigne énormément sur mes maladies, sur les traitements. J'ai aussi la chance, le privilège que ma formation me le permette et je partage beaucoup. L'équilibre, je le garde aussi parce que je m'autorise à ne pas le garder. Je m'autorise à avoir trop mal pour faire quelque chose. Je m'autorise à me laisser porter par tel ou tel soignant qui va m'aider. Je m'autorise à pleurer, je m'autorise à être vulnérable parce que ça fait partie de la maladie et on ne peut pas se faire passer pour des super-héros
et se dire qu'on est équilibré, c'est pas possible. Globalement, je pense que la solitude, c'est le lot de la maladie chronique. Mais en général, pas spécifiquement la VF et la migraine. Les gens promettent d'être là quand le diagnostic tombe et que ça semble être ponctuel. Alors pas comme une grippe, mais pas non plus comme une maladie qui va durer toute la vie. Mais en fait, assez rapidement, l'entourage, s'éclaircit beaucoup et assez rapidement, on se retrouve tout seul. Je pense que dans la VF, il y a en plus une incompréhension, qui et un manque d'information qui aggrave le phénomène. Parce que la VF est rare et peu connue. La VF est très souvent résumée à la douleur, alors que les conséquences de la VF sont bien au-delà de la douleur, mais la douleur elle-même n'est pas imaginable. Et l'incompréhension, elle est totale. Et la grande majorité des gens qui nous entourent sont incapables de comprendre ce que c'est que d'avoir mal de façon aussi intense plusieurs fois par jour, d'avoir mal en continu, même en dehors des crises. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, les gens ne sont pas capables de comprendre ça. Et comme ils ne comprennent pas, ils réagissent mal. Au lieu de se dire: «OK, je comprends pas, mais je peux compatir, je peux être un soutien», ils vont se dire: «Mais je comprends pas, donc c'est pas réel». Et pas forcément de façon consciente, hein. Ils vont pas forcément conscientiser qu'ils imaginent que c'est pas réel, mais leur façon de réagir face à nous, c'est ça. Et donc, rapidement, je me suis retrouvée, mais comme beaucoup, beaucoup de malades, hein, je me suis retrouvée devant des gens qui comparaient mes douleurs à leurs maux de tête, qui passent avec un Doliprane. Mais moi, c'est la kétamine qui soulage ma douleur. On n'est pas sur le même niveau de douleur, en fait, on peut pas comparer. Je me suis retrouvée face à des gens qui me disaient: «Ah mais oui, mais ça, c'est comme ça» et ça n'avait strictement rien à voir. Je me suis aussi retrouvée, devant des gens qui, malgré, leur discours apparent de: «Mais oui, je comprends, je compatis» et tout ça, étaient insultants parce que, me disaient: «Mais, c'est psychologique. C'est sûr, c'est psychologique. Il faut qu'il y ait un psy qui intervienne et tout ça». Alors, par ailleurs, j'ai une psy qui me permet, de ne pas péter un câble, face à la douleur que je ressens, mais ce n'est pas psychologique et j'ai eu face à moi et y compris chez les neurologues, hein, des gens qui disaient: «Mais c'est psychologique là, à ce niveau-là, c'est psychologique». Alors que non, vraiment non. Jamais, à aucun moment, ce n'est psychologique. C'est neurologique et ce n'est pas parce que c'est une forme rare et que du coup elle est peu rencontrée qu'elle n'existe pas. Il y a aussi, il y a eu aussi beaucoup en face de moi des gens incapables de comprendre que ce niveau de douleur, qu'il soit constant ou par crise, hein, tout ce que je ressens comme douleur provoque un vrai handicap. C'est pas juste: «J'ai mal» et ça finit par baisser, parce que ça ne passe pas, ça baisse. «J'ai mal» et ça finit par baisser et voilà, je peux reprendre les choses. Non. Déjà les crises sont tellement intenses qu'il faut un temps, conséquent pour s'en remettre, mais en plus, elles bouffent une énergie folle et elles mettent dans un état d'esprit qui lui-même est handicapant. La douleur et la fatigue provoquent un handicap cognitif comme physique qui est conséquent. Mais ça, les gens, ont envie de le nier parce que c'est invisible et quelque part, ce n'est pas noble. Il y a eu des gens qui m'ont dit, des gens de mon entourage, hein, qui m'ont dit: «Oui, bah, au moins c'est pas un cancer». OK. Bah, ouais, OK, mais je sais ce que c'est que le cancer et du coup, c'est pas comparable. Puisque effectivement, c'est pas un cancer et du coup, il y a pas de recherche médicale, enfin très, très peu, et du coup, les neurologues ne s'y intéressent pas et du coup, il y a pas de protocole de soins unifié et donc soit j'ai les moyens d'aller voir quelqu'un, qui va me prendre en charge, soit j'en reste à: «Bah, je peux mourir dans mon canapé, c'est pas très grave». Vraiment, oui, je sais que c'est pas un cancer, je sais, mais c'est une maladie qui tue par sa douleur et uniquement par sa douleur.
donc c'est grave. Évidemment, on va pas dire que je tiens par ma force mentale, même si je pense que si je n'en avais pas, je ne tiendrais pas de la même façon. Et j'ai surtout une capacité de résilience qui a été soulignée par absolument tous les psys qu'on m'a imposé de voir ou que j'ai choisi de voir, dans ma vie. Mais, mais il y a des petites choses quand même qui aident à tenir, qui aident à s'accrocher pendant un temps plus ou moins défini. Il y a des personnes qui sont indispensables à notre vie, à mes filles et moi, comme par exemple la mamie de cœur de mes filles, ou je pense à une amie chère que je vois trop rarement, mais le fait d'avoir quelques nouvelles de temps en temps et de me dire: «OK, dans, X semaines, on se voit, c'est sûr, on se voit», et ben, ça aide à s'accrocher pendant ces X semaines-là. Il y a des personnes que j'ai rencontrées à cause ou grâce, je sais pas trop, l'AVS, avec qui, maintenant qu'on parle depuis, des mois, des années, je peux, partager bien d'autres choses que, la solidarité dans la maladie. Donc je peux rigoler avec ces personnes-là et rire, mais ça permet de tenir, tout simplement. Il y a à l'heure actuelle, ce qui me permet de tenir là depuis quelques semaines, c'est, l'espoir que je mets dans mon nouveau protocole de soins avec la médecin de la douleur que j'ai rencontrée au mois de mai. Ça semble rien, mais je suis passée d'un abandon complet de la part de l'hôpital à une médecin qui m'a dit: «Mais on n'abandonne pas les patients comme ça madame et moi je vais vous proposer quelque chose». Et bah ça fait s'accrocher et ça a changé radicalement ma vision des choses. Et puis, chaque année, je m'accroche à un projet avec mes filles. Généralement, c'est, aller visiter, telle ville et ça permet, de, voir à plus long terme. Alors je vois pas à long terme, je vois quelques mois, derrière, mais je vois à quelques mois d'échéance, mais ça permet de s'accrocher, de me dire: «Bah, écoute, là, tu prévois de visiter, Rome, tu prévois de visiter Madrid, tu prévois de visiter, Paris et ben, tu t'accroches jusqu'à y être et puis après tu verras, mais tu t'accroches au moins jusque-là». Ce que je voudrais entendre, moi-même, dans ma propre situation, c'est d'abord qu'on valide ce que je ressens sans le minimiser. Oui, c'est extrêmement douloureux. C'est la pire douleur qui existe en médecine humaine. Oui, c'est grave et oui, c'est mortel. Parce que oui, c'est une maladie qui tue juste parce qu'elle fait mal. Je voudrais aussi qu'on valide que j'ai le droit d'être soulagée et qu'on se batte avec moi pour que je sois soulagée parce que moi, je suis épuisée. Je suis épuisée par la maladie. Et donc, oui, même quand les médecins abandonnent, ben, on va t'aider à en trouver d'autres et on va retourner des bureaux s'il faut retourner des bureaux. Mais on va être là pour t'aider à être soulagée parce que tu es légitime à l'être. Je voudrais aussi qu'on m'autorise à aller mal. Parce que juste le fait de dire oui, tu as le droit de te sentir au plus bas et c'est pas pour autant que, tu te provoques des douleurs toi-même. C'est pas pour autant que, tu t'enfonces. Oui, tu as le droit de dire que tu es épuisé. Tu as le droit de dire que tu es au fond du trou. C'est un constat, tu te plains pas, tu constates. Voilà, c'est tout. Et dans la même veine, je voudrais, qu'on cesse de m'imposer à moi et d'imposer en général aux malades, d'être fort et de voir le positif et cetera. Il y a pas de positif. Quand on a mal à vouloir s'arracher l'œil ou sauter la vie, chaque jour, plusieurs fois par jour, ce n'est pas positif. Il y a des choses positives qui surviennent tous les jours malgré ça, mais on ne peut pas nous imposer de voir le positif dans la maladie. C'est pas possible en fait. Et je voudrais aussi qu'on arrête de nous imposer ou de s'imposer à soi-même, parce qu'il y a beaucoup de malades qui romantisent leur maladie de cette façon, qu'on arrête d'imposer l'image du super-héros qui est plus fort que tout. C'est pas ça la réalité de la maladie. La maladie, la réalité, elle est dégueulasse. On a mal, on pleure, on morve, on fait du bruit, on vocalise la douleur.
la réalité de la maladie, c'est pas qu'on est superwoman ou superman et qu'on passe par-dessus les crises. Non, c'est pas vrai. On les subit, les crises. Sinon, on n'a pas une AVF. On les subit, les crises. Et oui, le seul fait de survivre ou de vivre un jour après l'autre, c'est ce qui compte. Et on s'en fout de vouloir être un super-héros. Faut arrêter de romantiser la maladie. Faut arrêter de faire croire que c'est facile. Faut arrêter de faire croire qu'on peut être comme tout le monde. Non, on est malade, on est gravement malade et on a le droit de montrer qu'on est gravement malade. Pourquoi on serait toujours obligé d'être dans le capitalisme là, d'aller vers je suis le super-héros de la maladie et c'est moi qui donne l'image positive aux autres et tout ça. Pas du tout, pas du tout. Moi, on m'a toujours remercié de montrer que justement, dans la maladie, il y a tout cet aspect euh, dégueu, entre guillemets, de la douleur et de ses conséquences. Parce qu'il y en a marre de lisser l'image, d'être sur une vibe clean, là. Il y en a marre. Autorisons-nous, autorisez-vous à être malade, puisque vous êtes malade. C'est juste la réalité. J'ai voulu témoigner pour 2 raisons. Côté algie vasculaire de la face, parce que c'est encore assez méconnu malheureusement et que ma forme à moi est rare, donc encore moins souvent rencontrée. Mais elle est tellement grave qu'elle doit être diagnostiquée avant qu'il soit trop tard. Aussi parce que la minimisation, voire la négation des douleurs des femmes, elle est réelle, elle est démontrée par de vraies études et je l'ai moi-même expérimentée. Et c'est grave. C'est grave. Concernant la mutation BRCA1, le choix que j'ai fait, la volonté de témoigner, elle est pour montrer que choisir de ne pas porter de prothèse mammaire, c'est un vrai choix. C'est pas un choix par dépit. C'est pas parce que on n'a pas trouvé le bon chirurgien ou parce que on s'aime pas, ou ça a rien à voir. C'est un vrai choix. Ça ne doit plus être mal vu. Ça doit pas être érigé comme du militantisme féminin de vouloir absolument des prothèses. Non, simplement, ou de ne pas en vouloir d'ailleurs. Simplement, c'est un choix comme un autre de mettre ou de ne pas mettre des prothèses mammaires. C'est tout. On ne peut pas partir du principe que le corps des femmes se résume à leur paire de seins. C'est pas correct. Et puis pour les 2 sujets, que ce soit mon AVF, voire ma migraine chronique d'ailleurs, ou mon choix de mastectomie pour la mutation BRCA1, je sais, par des messages que j'ai reçus sur des réseaux sociaux, je sais que quand moi, j'ose prendre la parole de ma petite position individuelle, ça aide d'autres personnes qui sont concernées, mais qui n'osent pas prendre la parole. Et juste pour ça, juste pour le fait que ça aide des gens que moi, j'ai pas peur de parler, je parle. De façon très très simple, le message que je veux faire passer à toutes les femmes qui pourraient écouter ce que je dis, c'est votre corps vous appartient, vos choix vous appartiennent et vos douleurs sont réelles et elles doivent être soulagées.